Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Story Mundi. Alors ce matin, dans le cadre des célébrations du centenaire de la mort du peintre Claude Monet, nous allons vous proposer un arrêt sur une œuvre célébrissime intitulée Impression soleil levant. Cette conférence vous sera présentée par Laurane Corneau avec laquelle nous sommes en direct. Laurane, bonjour et bienvenue. Bonjour Éléonora, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous allez nous parler de ce tableau très connu qui donna même son nom à l'impressionnisme, mais qu'il ne faut pas apprécier comme on l'apprécie en tout cas de nos jours dès sa réalisation, bien le contraire. On verra quand et pourquoi ce tableau a connu la notoriété qu'on lui doit aujourd'hui et quel a été le retour initial au moment de sa réalisation. Avant de vous laisser commencer pour nous raconter tout ça, je vérifie juste si tout le monde vous voit surtout et vous entend, en sachant qu'il voudrait voir à l'image le titre de la conférence d'aujourd'hui, de 2 vignettes sur la partie droite de l'écran. Parfait, merci beaucoup pour les premières confirmations qui viennent de Liliane et de Chantal. Alors, vous êtes nombreux, je remonte le fil du chat, mais a priori, tout va bien. Nous allons pouvoir commencer cette conférence tout de suite, qui a un créneau un petit peu inhabituel, qui commence donc là à 10h30 et qui va se poursuivre à peu près pendant une heure et quelques. Très bien, donc je vais écrire à la personne qui n'a pas de son, mais a priori, ça vient de chez elle. Mais pour le reste, je vous propose de commencer la séance. Je coupe pour ma part micro et caméra. Je laisse Laurane Corneau vous proposer cette séance et puis je reviendrai avec elle pour la session questions-réponses. Bonne conférence à vous, à tout à l'heure. Merci Éléonora. Effectivement, j'ai un petit peu lu vos commentaires et vos messages de bienvenue. J'ai l'impression qu'il fait plutôt mauvais en France. Alors peut-être y a-t-il des régions épargnées, mais si je vous dis ça, c'est parce que ce matin, le tableau que nous allons étudier, a priori, va faire du bien. Il va faire revenir un peu le soleil, au moins sur notre écran, pendant une heure. Alors Éléonora l'a bien dit, en effet, cette année 2026, nous fêtons le centenaire du décès de Claude Monet, qui est mort en 1926, donc, mais en 2022, il y a 4 ans, on fêtait les 150 ans du tableau fondateur de l'impressionnisme. Il avait fait l'objet d'une exposition en 2014 au sein de son musée. 2014, c'était une année importante parce que c'était les 80 ans de ce musée, qui est le musée Marmottan, où il est conservé aujourd'hui. D'ailleurs, on l'appelle le musée Marmottan-Monet. Il a ouvert en 1934 et en 2014, on fêtait aussi les 140 ans de l'exposition fondatrice de l'impressionnisme en 1874 dans l'atelier du photographe Nadar. Donc c'était autant d'occasions à cette époque de remettre Impression au soleil levant à sa place depuis sa muséification, mais aussi dans son époque. Donc on va vraiment décortiquer tout cela. C'est vrai que Impression soleil levant, c'est une œuvre qui est mondialement connue. Elle est peinte par le célébrissime Claude Monet, pour lequel on a vu paraître pléthore d'ouvrages. Alors, que peut-on dire encore sur lui, sur ses œuvres? Eh bien, vous allez voir que cette œuvre-là, elle conservait de larges parts d'ombre. Elle n'avait jamais vraiment fait l'objet d'études poussées. Finalement, les œuvres qu'on a la sensation de connaître, qui sont devenues des œuvres emblématiques, on se passe souvent, alors ce n'est pas évidemment une règle, mais on se passe souvent de commentaires ou d'études poussées. Donc là, en effet, il y a eu des recherches qui ont été réalisées à l'occasion de ce symposium et on a, à cette occasion, fait des découvertes étonnantes. Alors, je me permets de faire un petit aparté personnel pour vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'ai fait mes premiers pas dans Paris, le bac en poche, je ne connaissais le tableau que de réputation et j'ai été très surprise de voir qu'il n'était pas conservé au grand musée d'Orsay, mais dans un petit musée dans le 16e arrondissement de Paris, dont d'ailleurs j'ignorais l'existence, n'étant pas parisienne à l'origine. Et donc, je vous l'ai dit, il est conservé aujourd'hui au musée Marmottan. Pourquoi ce musée-là? Eh bien, c'est ce que nous allons étudier dans la deuxième partie de la conférence. On pourrait ajouter aussi un autre questionnement. Comment ce tableau que vous voyez maintenant, aussi peu loquace, extrêmement sommaire par sa facture, allusif dans sa manière de décrire le réel, n'encombrons pas le tableau de multiples détails, hein. Comment a-t-il pu être érigé au rang de chef-d'œuvre de l'impressionnisme? Alors, nous allons étudier d'abord la place de cette œuvre dans la vie de Claude Monet,
On étudiera ensuite le site depuis lequel il a peint ce tableau pour mieux comprendre ce qui est montré, parce qu'on a quand même du mal à voir, même si on imagine deux, trois choses. On ira doucement ensuite vers la question du sujet de l'œuvre, puis la vie de l'œuvre après sa création, jusqu'à l'année 2022 à peu près, hein. Alors, place au cartel. Vous savez, ces petits commentaires que l'on place à côté des tableaux, des sculptures dans les musées pour vous donner les informations essentielles. Nous allons nous commencer aujourd'hui par quelque chose qui est démontrable avec un mètre, c'est la taille de cette œuvre. Parce qu'on a souvent tendance aussi à imaginer les chefs-d'œuvre bien plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Vous serez donc assez surpris de voir qu'il ne mesure que 50 cm de hauteur sur 65 cm de largeur. Il est légèrement rectangulaire, ça correspond en fait bien à la peinture de paysage, à ce format un peu horizontal, mais c'est un format qui est en fait moins étiré que les formats de marines habituels. Vous voyez que c'est une marine, hein, nous voyons des embarcations sur l'eau. Les formats marines habituels, c'est 46 sur 65 cm, donc il est légèrement plus haut. C'est ce qu'on appelle des formats panoramiques. Regardez à gauche l'image que j'ai montré. Voilà, nous sommes sur un format, nous, paysage, légèrement plus grand donc qu'une marine. C'est un format assez commun sur le marché. Ce sont des toiles qui sont achetées toutes prêtes, déjà tendues sur le châssis, chez les marchands de couleurs, par exemple, hein. Un format donc identique à plusieurs autres compositions de Claude Monet à la même période, particulièrement quand il peint en plein air, parce que c'est facilement transportable, tout simplement, sous le bras. Vous reconnaissez donc à droite les coquelicots, qui fut aussi exposé à la première exposition impressionniste chez le photographe Nadar en 1874. Et si nous devions comparer cette taille vis-à-vis de la taille humaine, ben vous allez voir que la taille est plutôt, on va dire, standard. Alors, je vais faire un petit aparté sur la reproduction de ce tableau. Il est extrêmement difficile sur un écran de se rendre compte des couleurs utilisées par Claude Monet. Donc, je vous invite, si vous en avez l'opportunité, à retourner voir ce tableau. Alors, regardez bien quand même sur le site du musée Marmottan, puisque Monet va faire l'occasion, en fait, c'est les 150 ans de sa mort, pardon, les 100 ans de sa mort, Monet va faire va être le sujet de deux grandes expositions à la rentrée, notamment une au musée Marmottan. Donc, vérifiez, si vous rendez à Paris en automne, que le tableau est dans le musée que vous souhaitez visiter. Voilà, donc, je vous montre au niveau de la reproduction cette image-là, celui que je vous ai montré il y a un instant qui est plus vif au niveau des couleurs et celui que je vais vous montrer tout au long de la conférence qui est plus fidèle à ce qu'on trouve dans le tableau véritable. Finalement, le vrai est un petit peu entre les deux, hein. Alors, Monet a acheté un châssis entoilé prêt à peindre, je vous l'ai dit, il ne l'a pas fait lui-même, on en trouvait chez les fournisseurs à cette époque-là, ce qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins de beaux-arts. Et voici, pour que le tableau n'ait plus aucun secret pour vous, voici le châssis de l'œuvre. Bon, à ce stade, le tableau a encore tout de même beaucoup de secrets pour nous. Revenons au cartel. La date, maintenant. Nous avons les dimensions. La date, fort heureusement, est inscrite sur le tableau. C'est Monet lui-même qui l'a ajouté puisque c'est placé juste à côté de sa signature. En 1872, Monet fête ses 32 ans, le 14 novembre de cette année-là. Qui est-il en 1872? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il vu jusque-là? Que se passe-t-il dans sa vie à ce moment-là pour qu'il décide de faire cette toile et de l'exposer 2 ans plus tard à la première exposition, à dire dissidente, cette coopérative d'artistes qu'on appellera plus tard les impressionnistes. Voici un portrait de Monet qui a été réalisé par Carolus Duran en 1867, donc 5 ans avant qu'il ne peigne Impression Soleil levant. Alors Monet est né à Paris, Oscar Claude Monet est né à Paris en 1840. Sa famille s'installe au Havre vers 1845, il a donc 5 ans. Ce départ est certainement provoqué par la situation financière du père qui est très précaire et Monet va rester au Havre, c'est très important, tout le reste de son enfance et son adolescence. Et à l'âge d'homme, il va quitter Le Havre pour Paris, puisqu'il va commencer à faire ses preuves en affichant ses dessins
dans les boutiques, chez les lithographes du Havre, et on va lui recommander de partir faire des études à Paris. Donc il part, il a 19 ans, nous sommes en 1859, il va intégrer l'Académie suisse, où il rencontre sans doute Camille Pissarro. Puis ensuite, il intègre l'atelier de Charles Gleyre aux Beaux-Arts. Alors, nous sommes en 1862, l'aventure ne va pas durer très longtemps, quelques mois seulement, mais ce passage aux Beaux-Arts est fondamental, non pas simplement par ce qu'il y apprend, mais par les personnes qu'il va rencontrer, peut-être sur le banc du fond de l'école de la classe. Hein. Il va se lier d'amitié avec Frédéric Bazille, Auguste Renoir et donc sans doute aussi Alfred Sisley, qui fréquente cet atelier aussi. Et tous les quatre sont un peu écœurés par l'enseignement trop académique de Charles Gleyre et des Beaux-Arts, donc, hein, cette voie officielle qu'ils vont refuser. Ils quittent l'atelier, ils font sécession et avec donc ses futurs amis impressionnistes, ils vont peindre ensemble sur le motif. Il va, à ce moment-là, décider de renouer avec un motif qu'il connaît très bien, c'est la Normandie, alors qu'il connaît un afflux touristique depuis le début du 19e siècle, anglais d'abord, puis français ensuite. Donc c'est un motif relativement à la mode. Et il va même envoyer pour la première fois ses paysages normands au salon au milieu des années 1860. Et ce tableau-là est accepté. Donc, premier envoi accepté. Il va continuer à envoyer des paysages normands, mais il sera refusé par la suite. Excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite. Hop, voilà. Refusé donc par la suite, en 69 et 70. Il en aura un goût amer de cet échec. C'est aussi un moment très particulier dans l'histoire française et parisienne en particulier. C'est le moment où la guerre contre les Prussiens est déclarée et il va décider de larguer les amarres sans mauvais jeu de mots. Il va partir pour Londres en 70-71, donc pendant les troubles, puisque s'ensuit la Commune de Paris, et il part avec Pissarro. Excusez-moi, je reviens donc à cette image. Son évolution picturale va être absolument radicale en 1871. Vous voyez qu'on peut comparer cette image de 70 à cette vue, hein, vous voyez, de 71. Donc une vue du Havre à gauche avant son voyage pour Londres et une vue de Londres à droite. Vous voyez que la précision et la netteté du trait vont laisser la place à des nuances très légères, à une touche plus large, pour ne pas dire plus lâche. Enfin, c'est traité comme à droite comme un lavis. Et ça va annoncer aussi le traitement sommaire et esquissé des marines de la série Havraise dont on va parler aujourd'hui. Alors Londres, qu'est-ce que Londres? Que représente Londres à cette époque-là? Déjà une atmosphère un peu particulière puisqu'il y a ce fameux fog, comme le disent les Anglais, ce brouillard qui va estomper les contours. Et puis la Tamise aussi, hein, une forte humidité, la présence de l'eau que Monet affectionne tout particulièrement pour peindre, hein, pour les peindre dans ses tableaux. Mais Londres, c'est aussi le berceau de la révolution industrielle. Il est passé d'une capitale, Paris, à une autre capitale. Cet homme prenait le train très souvent depuis Paris pour aller sur la côte normande. Et cet intérêt pour le monde moderne va s'ébaucher ici. Hein, voilà, ici, nous avons justement des embarcations qui ne sont pas à rameur ou à voile, mais qui sont voilà, des embarcations à vapeur. Alors, il n'est pas le seul. Il prend l'exemple finalement de Turner, qui est finalement le premier artiste anglais conscient de l'importance de la révolution industrielle comme sujet d'étude. Turner est né en Grande-Bretagne, donc c'est sans doute le mieux placé, il est même né avec la révolution industrielle, c'est le mieux placé pour parler de cela. Pissarro, Monet vont visiter la National Gallery, où se trouve un très grand nombre d'œuvres de Turner, et dont ils n'avaient d'ailleurs jusqu'à présent vu probablement que des aquarelles. À la National Gallery, il y a toute une section Turner qui est composée d'immenses peintures, des peintures monumentales de lui, totalement immersives. Et on comprend mieux aussi d'où lui vient plus tard cette envie de représenter un site portuaire en regardant le soleil en face. Vous voyez l'œuvre de William Turner que je vous présente à gauche. Vous voyez, est-ce qu'on on le voit, ce soleil comme ça devant nous, levé de soleil en plus. Il est en train de se lever, il n'est pas en train de se coucher, hein. C'est plutôt le thème
prend d'habitude pour les tableaux. Je pense par exemple à la peinture romaine, française romaine du XVIIe siècle. Ici, c'est vraiment un lever de soleil. Alors, ne peut-on pas voir dans Impression soleil levant un hommage à Turner, à cette toile de 1807, ce lever de soleil dans la brume? S'il l'a vu à la National Gallery, puisque c'est là qu'elle est conservée, il a vu aussi une œuvre dans la même salle, hein, une œuvre testamentaire. Ah, ici, c'est une œuvre du Lorrain, donc artiste, je le disais. Alors, Lorrain, pas tout à fait français, Lorrain à l'époque, parti s'installer en Italie au XVIIe siècle et qui va véritablement devenir le maître à penser de Turner. Donc, c'est un legs qui a été réalisé à la Nation en 1851. Je parle évidemment de l'œuvre de Turner. Donc Turner lègue son œuvre à la Nation avec des conditions qui sont que certaines de ses œuvres à lui soient exposées à côté des œuvres qu'il admirait le plus. Et particulièrement ce peintre du XVIIe siècle, hein, qui est donc le Lorrain, qui peignait en Italie des ports imaginaires et en regardant le soleil en face. Et en général, ce sont plutôt des couchers de soleil chez le Lorrain. Enfin, peu importe. Monet, en peignant Impression au soleil levant plus tard, a pleinement conscience de se placer dans cette longue tradition, dans ce double héritage finalement, hein, de toiles représentant le soleil de face. Alors, comment fait-il? Eh bien, en peignant un hommage, ou au contraire, le contre-pied, il est dans la rupture peut-être, hein. Turner peint l'œuvre de gauche en atelier, l'œuvre est monumentale, regardez le cartel, presque 1,40 m sur presque 1,80 m, tandis que sa facture est plutôt classique, avec beaucoup de guillemets, mais par rapport à Monet en tout cas. Monet, lui, il est sur le motif, ça veut dire qu'il est sorti, il est en plein air, ou en tout cas, il a accès directement à ce plein air, il n'est pas à strictement parler dans un atelier. Et cette œuvre, elle a été esquissée en quelques heures, pour ne pas dire en quelques dizaines, vingtaines de minutes. Et puis, je vous l'ai dit, les dimensions de la toile indiquent les dimensions d'un chevalet qui est portatif. De plus, Monet sait que Turner a séjourné aussi au moins 4 fois au Havre. Alors il faut imaginer cet homme qui a passé son enfance, son adolescence au Havre, qui a vu sa ville en Angleterre, à la National Gallery, peinte par le grand Turner. Imaginez l'impact sur lui, qui est en quête de reconnaissance. L'impact a été absolument phénoménal. Peut-être a-t-il pris ces visions de ces tableaux-là comme de véritables défis. Alors, ce sont ici les toiles dont je parlais, ou des esquisses plutôt, sur les activités des quais du Havre, sur l'entrée dans le port, hein, pour ce qu'on appelait l'Annual Tour, qui était finalement une espèce d'album de planches gravées en 1834 et qui a été énormément diffusé. Donc, c'était des images qu'on voyait beaucoup à cette époque-là. Cela dit, il n'a probablement pas vu cette aquarelle-là parce que la Tate ne crée le musée Turner qu'en 1910. Donc là, c'est encore un autre musée. Ce n'est pas conservé à la National Gallery, hein. Donc même si ça a été diffusé de son temps, peut-être que Monet ne l'a pas vu celui-là. C'est probablement pendant son voyage qu'il a vu les grandes marines peintes et que ça l'a séduit. Ah, donc les marines de Turner étaient bien fraîches dans l'esprit de Monet quand il est rentré de Londres. Mais je pense qu'il faut aussi évoquer rapidement l'influence plus précoce de ses amis dans ce genre renaissant. Vous voyez ici des marines d'un genre nouveau et des soleils qui avaient été peints un peu avant 1872 ou en 1872. La première image que je vous montre, elle est à gauche, c'est celle qui a été peinte par Delacroix. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'elle est conservée au musée Marmottan. Elle faisait partie du legs Michel Monet, son fils, à Claude Monet. Donc ça appartenait à la collection enfin ça faisait partie de la collection de Claude Monet. Il connaît donc cette œuvre par cœur, hein. Mais en revanche, il l'acquiert fin 19e, bien après qu'il ait peint Impression soleil levant. Il l'avait sans doute déjà vu avant, en revanche, parce que Delacroix était très montré, et puis il ouvrait aussi volontiers son atelier. Bon, il était en fin de vie, hein, à ce moment-là, mais il était extrêmement respecté. Et puis il y a ensuite ses maîtres, qui sont ses aînés. Il a 15 ans d'écart avec Boudin et avec Jonkin. Alors pour Boudin, qui est au milieu, la rencontre a eu lieu à la fin des années 1850 en Normandie. Lui, Monet a 15 ans,
Boudin a 30 ans. Donc c'est une relation qui est quasi filiale. Et Monet a dit d'ailleurs, si je suis devenu peintre, c'est à Eugène Boudin que je le dois. Il commence à peindre vraiment sous son influence. Avant, il faisait beaucoup de dessins et de caricatures, et Boudin lui a dit, bon, vous gâchez un peu votre talent, faites de la peinture, venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est que la vraie peinture d'aujourd'hui, hein, c'est l'idée. Et donc, dès 1862, Boudin se fait le spécialiste des scènes de plage en Normandie, et comme Monet connaît très bien ces sites, il l'a suivi. Puis ensuite, à droite, vous avez Jonkin, donc c'est à lui aussi qu'il doit sa formation un peu plus solide, on va dire, peut-être aussi un peu plus classique dans la manière de composer. Il le rencontre en 1862 et il a adoré ces paysages de fin de journée. Alors il se retrouvait très souvent en Normandie et notamment à Sainte-Adresse, où se retrouve un très grand nombre d'artistes à l'époque. Et en revanche, ce tableau-là a été peint par Jeankind aux Pays-Bas, mais peu importe. Ça me permet aussi de vous dire une chose, c'est que depuis Londres, en 71, avant de rentrer en France, après la Commune, eh bien, il est passé par les Pays-Bas. Donc, bon, ce sont des choses qu'il a pu voir, une ambiance dans laquelle il a pu se reconnaître aussi. Vous voyez que tout ça, c'est très, très frais dans son esprit lorsqu'il va peindre Impression Soleil Levant en 1872. Alors, on remarque une chose, c'est que Impression Soleil Levant est presque 2 fois plus grande que ses œuvres. Vous voyez qu'elles font toutes à peu près une vingtaine de centimètres sur une quarantaine ou cinquantaine de centimètres. Donc, Impression Soleil Levant, c'est 50 fois 65 centimètres, je vous le rappelle. Alors, ce que fait Monet en rentrant de Londres, il revient donc à la fin de l'année 1871, et donc de Londres, je vous l'ai dit, il va passer par la Hollande, puis va regagner non pas Paris, mais Argenteuil, sur la rive droite de la Seine. Et là, c'est un véritable tournant dans son œuvre. Il décide de s'y fixer avec sa famille. Il n'y fait pas simplement des séjours de peinture, il y vit. Il va se faire construire un bateau-atelier. Donc, vous voyez ici Édouard Manet, qui a représenté Claude Monet peignant dans son atelier, donc son bateau-atelier, comme Turner l'avait fait aussi, hein, et comme beaucoup d'autres, ils ne sont pas les seuls, pour peindre les sites depuis la Seine, pas simplement depuis les berges, mais sur la Seine, en regardant justement les berges à gauche et à droite, en naviguant souvent vers Laval. Ici, c'est Rouen, mais il va remonter jusqu'à l'embouchure qu'il connaît très bien, au Havre. Venons-en au Havre. Voilà, nous rapprochons. Je zoome encore. Le Havre a connu des changements énormes, hein, entre le port qu'il a connu quand il avait 5 ans, Claude Monet, et celui qu'il fréquente quand il a 32 ans. Oui, beaucoup, beaucoup de changements. La révolution industrielle est passée par là. Donc là, vous voyez une image du début du 19e siècle, et nous allons entrer dans les détails. Alors, depuis François Ier jusqu'à l'époque de Monet, à cette industrialisation et cette métamorphose des quais et des ports aussi du Havre. Alors, imaginez-le revenir aujourd'hui au Havre, hein. Véritable choc, on pourrait l'imaginer comme ça, puisque la ville a été bombardée en 1944 et ces bombardements ont détruit une très grande partie, non seulement de la ville, mais aussi du port. Donc, c'était un amas de ruines et la ville a été reconstruite par Auguste Perret en béton armé. Port très important et depuis longtemps. Alors ce port, c'est d'abord le rêve d'un roi, François Ier. En 1517, il va décider de faire construire une cité et un port à l'embouchure de la Seine qu'il appelle le Havre de Grâce. Excusez-moi. Pour protéger aussi le royaume des Anglais, hein, en traversant la Manche, il est assez facile, en remontant la Seine depuis Le Havre, d'arriver à Paris. Voilà, donc il voulait protéger juste là le royaume des Anglais. Il va aussi vouloir, depuis cette place, favoriser le commerce avec les Amériques qui sont à l'époque nouvellement découvertes. Donc c'est la porte de l'Amérique, hein, ce port du Havre, et ce port va voir aussi sa vocation océanique renforcée beaucoup plus tard par l'inauguration en 1860, donc 12 ans avant le tableau dont on va parler aujourd'hui, l'inauguration donc de sa ligne transatlantique. Donc c'est situé à l'embouchure de la Seine, c'est devenu en quelque sorte le faubourg maritime de Paris en quelques années. Ça va très très vite devenir une véritable station balnéaire. Alors nous sommes là en 1847, la ligne de chemin de fer entre Paris et Le Havre est ouverte, ce qui veut donc dire que le transport des passagers au long cours va devenir l'activité prépondérante. Et puis pendant plus d'un siècle, hein. L'âge d'or de ce port se situe véritablement entre 1850 et 1914, hein.
tous les documents que je vous montre là vont nous être d'une très grande aide, vous allez voir. Il y a eu beaucoup de photographes qui ont pris la ville en métamorphose à l'époque de Monet, et puis également une quantité de voyageurs dans cette ville qui ont envoyé beaucoup de cartes postales dans les années 1900-1910 et qui permettent donc de documenter la topographie du site et son animation également. L'activité sur les quais, dans le port, et notamment sur le Grand Quai, cette activité est foisonnante, hein, et également sur les quais des autres bassins où l'on déchargeait les cargaisons. On va y revenir dans un instant. La croissance de ce port est ininterrompue, croissance du trafic, croissance du nombre de bateaux à vapeur qui double sur la période donnée. Les bateaux à voile restent encore, vous le voyez sur l'image, hein, bon, là on est qu'en 1847, mais je vous le dis, malgré l'arrivée de la vapeur, il reste encore très présent jusqu'au début du XXe siècle, et croissance aussi de la taille des navires qu'on appelle le tonnage. L'accès de plus gros navires va devenir nécessaire et va aussi nécessiter le réaménagement du port. Donc c'est ce qui va nous concerner, nous, aujourd'hui. Il y a une imbrication entre la ville et le port du Havre qui est très très forte du fait du très grand nombre de bassins. Toute la ville est tournée vers eux. Voilà le plan du port en 1872. Donc, vous voyez, c'est la disposition que Monet a connue lorsqu'il a peint Impression Soleil Levant, hein, parce que c'est voilà, un plan daté de ce moment-là. Alors, ne paniquez pas si vous ne connaissez pas Le Havre, c'est aussi mon cas. Je vais tenter de vous donner quelques clés de lecture. De toute façon, aujourd'hui, vous ne pourriez, pour ainsi dire, plus rien reconnaître. Donc, laissez-vous guider par ces plans d'avant qui vont vous permettre, ici, dans la topographie, de comprendre ce que Monet a peint. Je prie de m'excuser. Donc, il y a là deux jetées qui encadrent, vous le voyez ici, un chenal. Hein, chenal qui menait à l'avant-port, hein, qui est ici, qui dessert, lui, 9 bassins qui sont accessibles au moyen d'écluses. Hein, c'est l'époque où les paquebots ne sont pas encore immenses et n'exigent pas de profondeur dans les bassins trop importante. Donc ça fonctionne bien comme ça, avec des bassins plutôt petits et avec le système d'écluses. Vous voyez que tout ça, c'est le site qui nous intéresse, qui à ce moment-là est en profond remodelage. Le nouveau quai Courbe était à ce moment-là en travaux. Donc retenez bien ce quai Courbe et sa disposition. Il est en travaux en 1872, au moment où Monet peint le site. Et entre ce quai et le quai au bois, à droite, il y a l'écluse des transatlantiques qui va donner accès derrière au bassin de l'Eure. Donc retenez bien cet emboîtement, cet enchaînement d'éléments, parce que c'est d'en face que Monet va peindre. Et ça, ce bassin de l'Eure, la forme rectangulaire à droite, à peu près, il a été aménagé en 1845-55. Donc c'est déjà prêt et terminé quand Monet déjà grandit et quand il peint le tableau. Il accueillait autrefois les grands navires à vapeur. Hein, c'est le plus grand de tous, vous le voyez bien. En 1871, on inaugure le nouveau bassin de la Citadelle qui était destiné aux caboteurs. Voilà, donc ça par contre c'est nouveau. Et vous voyez là le Grand Quai. Alors, le Grand Quai qu'on appelle aujourd'hui le quai Southampton. Mais c'est depuis cet endroit que Monet a peint certaines parties du site que vous voyez là. D'accord? Alors, on va se tourner de l'autre côté. Alors, je vous mets toujours ce plan pour que vous voyez ce que je vous décris. Voici une photo qui a été prise devant l'extrémité du quai Courbe, que je vous ai montré donc, qui est là, d'accord? Et qui est alors donc en reconstruction. Voilà le Grand Quai. La ville est derrière. C'est sur ce quai que logeait Monet. Il avait fenêtre sur le port. Un petit peu plus loin, à droite. Voyez, il est à l'hôtel de l'Amirauté. Je vous le désigne. Monet dit en 1897, donc bien plus tard, qu'il a peint Impression Soleil Levant depuis sa chambre d'hôtel. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il n'était pas tout à fait en atelier, ni complètement en plein air. Il aurait, si ces dires sont vrais, et on pense que c'est vrai, ouvert sa fenêtre, donc il est à moitié dehors, hein, c'est un petit peu l'idée. Et en fonction de l'angle de vue, hein, de l'angle de l'œuvre, par élimination, on va réussir à trouver l'emplacement. Donc voilà, ça correspond à l'hôtel de l'Amirauté à cette époque-là.
Aucune source ne le mentionne véritablement, mais c'est vraiment l'endroit le plus probable. Il est considéré comme, je zoome, l'hôtel le meilleur de la ville à cette époque-là. Il accueillait aussi plutôt des voyageurs de marque. Stendhal y a fait un petit séjour en 1837 et il jouissait d'une situation superbe sur le port. C'est vraiment un site idéal pour prendre de la hauteur et voir en surplomb l'activité du port. Donc, il voit depuis sa chambre, donc, que j'ai désigné par l'étoile, un quai courbe. Il voit également, on l'a dit, le quai aux bois et donc l'entrée sur l'écluse des transatlantiques. Voici la traduction en images. Voilà, vous avez ici le quai courbe, une petite partie, le quai aux bois et ici l'entrée sur l'écluse des transatlantiques. Il a choisi de peindre ce que la vue depuis sa chambre d'hôtel lui proposait d'emblée. Nous n'avons aucun document sur sa chambre, mais on va s'aider du point de vue qu'il a adopté. Je vous l'ai dit, il est en plongée sur l'avant-port. Il n'est pas au niveau du sol. On ne voit rien du grand quai, d'ailleurs, il l'a complètement occulté. Et on peut aussi s'aider de la hauteur du soleil, qu'on appelle les azimuts. Alors ça, ce sont des calculs géométriques un petit peu complexes que je vais vous épargner. On sait que grâce à tous ces calculs météorologiques, de la hauteur du soleil à tel moment de la journée, de la saison, de l'année et du siècle, eh bien, on sait que c'est peint depuis donc le deuxième étage. Regardez à gauche ce que j'ai surligné en gauche, en jaune, pardon, depuis le deuxième étage de l'hôtel, en surplomb du bassin et des quais qui ne sont donc pas visibles. On a presque l'impression d'être directement dans l'eau. Et c'est d'ailleurs ce qui avait surpris Stendhal plus tôt quand il y avait séjourné. Il avait dit: «Je ne suis séparé de la mer que par un petit quai fort étroit. Je vois partir et arriver tous les bateaux.» Idéal hein, pour un homme qui, comme Monet, connaît très bien le Havre et souhaite justement montrer un paysage avec de l'activité. Il disait aussi, Stendhal: «C'est une atmosphère entièrement remplie par la fumée bistre des bateaux à vapeur.» Est-ce que ce n'est pas un motif qui rappelle un petit peu à Monet ce qu'il a vécu à Londres avec le Fog? Ne retrouve-t-il pas ici un site très anglais, très Turner, voyez? Il y avait aussi les fumées, la fumée sombre du charbon, qui donc, oui, effectivement, lui rappelait Londres. Le charbon est très important. Donc on comprend mieux aussi le coup de cœur pour cette vue-là. Reste à savoir maintenant si Monet a choisi l'hôtel en fonction du point de vue ou si c'est un pur hasard qui est devenu par la suite pur enchantement quand il a découvert sa chambre et qu'il a ouvert sa fenêtre qui donnait sur le quai. Alors c'est sans doute la première solution, parce qu'on sait que plus tard, il s'est inventé son propre jardin à Giverny pour les besoins de sa peinture. Donc le site vient un petit peu avant, vous voyez, c'est vraiment sa recherche picturale qui guide les sites qu'il occupe. Bon, vous voyez que ce tableau, il est assez difficile à lire. Le point de vue qu'il adopte est assez proche d'une carte postale qu'on connaît, qui donne sur le quai aux bois cette fois, et sur l'écluse, vous voyez au fond, au milieu, l'écluse des transatlantiques. Hein. Mais c'est un point de vue qui est pris plus à l'ouest que dans Impression soleil levant. Voici une vue depuis l'écluse des transatlantiques, mais cette fois vers le Grand Quai, donc de l'autre côté. En fait, on prend la photographie d'ici pour regarder vers le Grand Quai qui est là, voyez. Donc on les voit, hein, ces transatlantiques qui sont guidés, le transatlantique est là, et qui vont entrer dans ce bassin par l'écluse. Dans le fond, la flèche désigne l'hôtel de l'Amirauté. Et puis, voilà, hein, ça c'est vraiment le point de vue depuis le toit du musée qui se situe légèrement plus à gauche pour nous, quand on regarde la photographie qui est à droite, hein, par rapport à l'hôtel de l'Amirauté. En revanche, vous voyez qu'on ne voit plus le quai Courbe, parce que ce quai est en voie de disparition. Je vous ai dit que le site était en travaux en 1872. Donc il n'est plus courbe, il est tout droit. Il a été transformé. En effet, le quai était trop en saillie. Ça gênait la circulation des bateaux à tonnage plus important. Donc on s'apprête à le réduire, à le raboter. Donc Monet a peint le premier état du quai Courbe, on le sait, parce que les travaux de ce quai ne font que commencer en 72. On en reparlera après. Donc ce quai, il est en passe de disparaître. Hein, voilà. Ça, ce sont les derniers vestiges du quai Courbe
Et voilà ce qu'on est en train de construire à cette époque, ce qui va effectivement laisser beaucoup plus de place pour davantage de bateaux plus gros. Une partie de la terre est évacuée par des petits wagons. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Si vous souhaitez, je peux zoomer. Ici, vous voyez les petits wagonnets qu'on a construits justement sur le quai Courbe pour évacuer la terre petit à petit depuis la droite vers la gauche et donc permettre de remblayer aussi pour la création du nouveau quai tout droit. Donc, voilà, on va aussi montrer le bassin de mi-marée, qui est un motif nouveau puisqu'il est créé, lui, en 1871. Donc, autant de choses qu'on va retrouver dans la peinture de Monet. Alors, retour au point de vue, cette fois, qu'avait Monet. Donc là, je désigne ici l'hôtel de l'Amirauté. Vous voyez que Monet regardait de ce côté-là vers le sud-est. Alors, c'est vrai que le cartel nous dit aussi autre chose. Impression soleil levant. On a le sujet dans le tableau. Le soleil se lève à l'est. Donc, ça permet aussi de donner effectivement une partie du titre ou qu'une partie du titre nous aide à comprendre de quel côté il a orienté son regard. Ça n'est pas un coucher de soleil comme on a pu le dire plus tard. Alors, que voit-on sur la toile de Monet? En premier regard, le paysage portuaire est évanescent. On a la sensation qu'il est à peine perceptible. Il est enveloppé de brume, de vapeur, et puis progressivement, certains motifs que j'ai déjà évoqués apparaissent. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Au centre, la route vers l'écluse des transatlantiques, dont les portes, d'ailleurs, vous le voyez, sont ouvertes. Les portes, on le sait à l'époque, elles ne sont ouvertes que 3 heures par jour. Donc c'est une occasion très rare qu'il faut saisir. Les heures d'ouverture vont varier en fonction des marées, c'est évident. Donc là, elle est ouverte, toujours à marée haute, pour avoir assez de fond pour avancer. Vous voyez également qu'ici, il y a un imposant voilier à 3 mâts qui est en train d'entrer ou de sortir du bassin. Bon, je vous l'ai dit, les navires à voile sont encore très nombreux à la fin du 19e siècle. Regardez celui de gauche. Et une grande partie du transport des marchandises et des passagers voilà, était faite à bord de ces navires à voile. Alors, il est forcément traîné, ce navire, par un remorqueur, puisque les voiles, vous le voyez là, vous le distinguez, ne sont pas ouvertes, hein, mais vous le voyez, elles sont roulées. Mais c'est vrai que les directions prises sont un petit peu ambiguës. On va remarquer qu'à droite, eh bien, il y a quelques lignes obliques. Vous les voyez, ces lignes, elles sont là et là, ou encore un peu ici. Ces lignes obliques sur le quai Courbe, en travaux, signalent la présence de 2 grues. Voilà, ça c'était une gravure prise à ce moment-là. 2 grues tournantes manuelles à bras pour le déchargement pardon, des bateaux. Et on en a une un petit peu plus grande à droite, donc celle que j'ai désignée ici, dont la présence signale effectivement les travaux. Derrière les grues, on voit des mâts. Les mâts sont là, eux, ils sont bien tout droits. Ce sont les voiliers qui sont amarrés dans le bassin de mi-marée que j'ai évoqué ici, hein, tout à l'heure. À gauche, sur le quai au bois, on distingue des fumées et des droites verticales, des cheminées d'usine et des cheminées de remorqueurs devant le quai qui va donner accès au bassin de la citadelle qui est derrière. Et au premier plan, 3 barques. Vous voyez, sur cette diagonale-là, ce sont des barques de passeurs qui sont manœuvrées à la godille et qui nous font entrer dans la composition aussi, par cette diagonale et aussi cette évanescence des formes. Vous voyez qu'ici, la couleur est beaucoup plus foncée, tandis que dans le fond, ça se noie complètement dans ces espèces de fumées, de reflets, etc. Et ils accentuent la profondeur, justement, par cette idée que c'est plus net et plus foncé devant. Alors, ils ont été ajoutés au moment où Monet terminait sa toile, puisqu'ils sont exactement de la même couleur que sa signature. Et enfin, ce soleil-là, le soleil qui se situe à l'extrémité est du quai Courbe et qui, puisqu'il est levant, hein, je vous le rappelle, et il va se refléter dans les eaux de l'avant-port. Alors Monet a peint un site en pleine restructuration, en vue d'accueillir donc des caboteurs à vapeur et des voiliers plus grands. C'est avant tout un arsenal technique que vous voyez là. On a des bateaux, on a des grues de déchargement, on a également les entrepôts à gauche, des usines en activité. Je vous l'ai dit, ça se voit par ces, comment dirais-je, cheminées qui sont un peu trop grandes pour être celles de bateaux. Ce sont vraiment des cheminées d'usines. C'est un site portuaire et industriel. Alors,
un site portuaire et industriel est-il vraiment d'une beauté à ce point transcendante que Monet ait décidé d'en faire le portrait? Vous voyez que c'est quand même brossé en teinte sourde, difficilement lisible. Ça n'est pas vraiment le sujet, ce site-là, vous le voyez bien. Les cartes postales font mieux, la photo aussi, les gravures. Monet, il est peintre. Il y a autre chose dans cette peinture. Le sujet est ailleurs. Monet disait: le motif est pour moi une chose insignifiante. Rappelez-vous le titre. Impression soleil levant. L'astre solaire et la manière dont l'astre solaire transfigure le paysage industriel au petit matin, ça c'est le véritable sujet. On est très loin des poncifs académiques. Il a peint là un paysage moderne, en perpétuel mouvement, avec un arsenal industriel concret qu'on a largement décrit, et avec des éléments qui sont éphémères, par exemple la vapeur, la fumée, la lumière et les reflets de cette lumière sur l'eau. Son art s'est infirmé ici comme une nouvelle façon de percevoir, une façon de percevoir qui est instantanée. Et on perçoit là une réalité qui est extérieure, qui fait fi de l'anecdote et qui ne veut garder de cette impression qu'un souvenir. Un souvenir de l'astre rougissant, le ciel, la mer, dans une espèce de valse de brouillards et de fumée qui se mêlent les uns aux autres, hein, vous le voyez bien. Ce point de vue va aussi lui inspirer d'autres paysages qui sont complémentaires de ce tableau. Ici, il se place exactement au même endroit dans sa chambre d'hôtel, dans le port, mais cette fois, il regarde plus à l'ouest. D'où viennent les lumières que vous voyez? Elles ne viennent pas du phare qui est là. Vous voyez qu'il est éteint. Elles ne viennent pas du ciel. Les nuages vont cacher les étoiles, hein. C'est un ciel nuageux, voilé. Vous voyez des lumières qui viennent des lanternes des jetées. Elles sont rouges. Il y a la lumière qui vient aussi des mâts des navires en mouvement. Elles sont blanches. Et puis également la lumière des becs de gaz installés en 1868, 4 ans avant le tableau. Elles sont jaunes. Donc c'est totalement neuf. Et ça, c'est le sujet du tableau, vous le voyez. Alors le contexte, c'est que depuis peu, ces lumières permettent la navigation de nuit. C'est une grande nouveauté à l'époque. Cette lumière artificielle, c'est le véritable sujet du tableau. Alors, ce tableau, il s'oppose à Impression soleil levant tout en le complétant. Impression soleil levant a été peint de jour vers l'est avec l'astre solaire, avec une lumière naturelle. Ici, vous voyez un effet de nuit vers l'ouest et une multiplicité de lumières artificielles. Donc vous avez là un panorama complet qui n'est véritablement complet qu'avec le troisième tableau que je vais vous montrer, ce qui fait qu'il s'agit probablement en réalité d'une série. Vous voyez, donc on retrouve Impression soleil levant et le petit nouveau à gauche, Soleil levant, 1872, où les formes sont beaucoup plus faciles à distinguer. Le vrai sujet de ces trois toiles-là, vous le voyez, ça reste tout de même la lumière. Et c'est aussi ce que révèle une analyse scientifique du tableau. Ça, c'est une toile, c'est la toile préparée, hein, comme toujours, on prépare les toiles avec un après blanc. Parce que si vous peignez directement sur la toile qui est en lin avec de l'huile, hein, la peinture à l'huile, le lin boit tout. Donc il faut poser une couche d'après blanc. Et ensuite, on va faire une ébauche de la peinture. Et c'est cette ébauche qui est révélée à l'éclairage infrarouge que je vous montre ici. L'éclairage infrarouge va transpercer les couches supérieures de la composition et va révéler la première pensée du peintre, donc l'esquisse. Et vous voyez que dans cette esquisse, tout est déjà là. On a notamment les principaux éléments du port, cheminée, voilier et embarcation. Que reste-t-il à faire? À travailler la lumière, qui est le véritable sujet du tableau. Vous voyez, voilà, c'est la couleur qui se charge de qualifier la lumière. C'est la seule différence par rapport à l'esquisse que je vous ai montrée et qui est sous le tableau. Donc, il va jouer des recouvrements sur une double préparation de blanc et de noir selon l'effet lumineux souhaité. Voilà le ciel, hein. Voilà, attendez, hop. Vous avez la préparation blanche qui transparaît à gauche et qui va permettre de donner des effets chatoyants de la lumière au lever du jour. Mais vous voyez que là, dans la brume, c'est quand même plus opaque. Il a tiré avec son pinceau à ce moment-là.
Vous voyez une couleur qui est plus sombre que la première couche, hein, parce qu'elle n'est pas encore sèche. Donc on a vraiment l'idée voilà, chaque couleur est ajoutée et quand une couleur est ajoutée, elle se teinte de la couleur de ce tracé sous-jacent. Je ne sais pas si vous le ressentez, c'est la preuve qu'il travaille dans le frais et qu'on a vraiment l'idée d'une exécution qui est très très rapide. C'est peint sans doute en moins de 3 heures, puisque je vous rappelle que cette écluse qui est au milieu, elle n'est ouverte que 3 heures par jour. C'est ce que confirme cette amplitude horaire, hein. Il est en pleine maîtrise de ses moyens picturaux. On a vraiment l'idée d'une rapidité du geste, hein. Vous voyez ici des frottements en zigzag qui va s'accorder avec son intention, qui est de rendre palpable le flou du brouillard, le caractère mouvant des flots, la lumière qui va par endroits transpercer, hein. Donc voilà. Le soleil, ses reflets sur l'eau semblent plutôt avoir été peints en dernier. Vous voyez qu'il y a aussi de forts empattements, de manière à ce que, je vais m'approcher un peu, mais de manière à ce que la couleur ne se mélange pas cette fois avec les couleurs qui sont autour. Ça, c'est volontaire. Les reflets sont rouges, orange, jaune. Vous voyez, ça a été disposé en petites virgules. Vous voyez, comme ça. C'est tout à fait caractéristique de la technique impressionniste, mais c'est fortement exagéré ici. Là, j'ai fait un zoom sur la partie centrale, hein. Il a aussi ajouté du blanc par endroits, surtout en bas, voyez, pour donner la sensation pour faire ressortir la lumière et donner la sensation que ça scintille, que ça nous éblouit littéralement. Et ces couleurs chaudes, elles vont se disperser à mesure qu'elles s'éloignent de la source lumineuse. Vous voyez bien qu'ici, il y a des couleurs froides qui apparaissent et elles sont moins denses dans la façon dont elles sont disposées. Elles rejoignent les touches vertes, les touches bleues qui sont celles des flots, et vous avez ici presque une traduction picturale de la diffraction des couleurs du spectre. Le sujet, finalement, il arrive à la fin. C'est le soleil qui ponctue, au sens propre et étymologique du terme, l'ensemble de la composition. Et ce soleil, c'est aussi un indice quand même précieux, très précieux, pour déterminer le jour exact de la réalisation du tableau. Voilà la dernière chose qui nous manquait par rapport à ce tableau, et justement pour aller dans le sens d'un soleil levant et non pas couchant. Alors, en l'absence d'archives qui permettent de reconstituer l'emploi du temps de Monet, on va s'aider de ce que nous dit la peinture. Vous voyez que le soleil est encore assez bas dans le ciel. Il est vu à l'est, donc il entame sa course, il va s'élever. On pense qu'il est ici entre 30 et 45 minutes après son lever. Vu sa position, il a été peint en hiver. Vous voyez que la mer est calme et que l'écluse est ouverte. Alors l'écluse est systématiquement ouverte 1 heure avant la marée haute et jusqu'à 2 heures après la marée haute. Et donc la mer ici est haute. Alors il y a quand même une vraie mine d'or à notre disposition. C'est ce que vous voyez là, c'est l'almanach du commerce de l'année 1872. Pourquoi c'est important? Parce que ça fournit les heures de lever et de coucher du soleil pour l'année 72. Ça nous donne également les horaires de pleine et de basse mer et les horaires d'ouverture et de fermeture de l'écluse des transatlantiques. On a aussi les azimuts, donc 2 périodes sont possibles en 1872. Je vous ai résumé tous les calculs. On a donc une première période possible lors de laquelle le tableau a pu être peint, entre le 21 et le 25 janvier 1872, en fonction de la concordance de tous les éléments que je vous ai donnés il y a un instant. Et la deuxième période, c'est plus tard, entre le 12 et le 15 novembre 1872. Alors, on va essayer de restreindre dans ces 2 périodes à 4 dates possibles, d'après les observations météorologiques cette fois. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la météo, mais ça va permettre d'affiner en 1872. Voilà donc en rouge les heures de lever du soleil au XIXe siècle, hein, parce que depuis 1976 en France, l'heure d'hiver est en avance d'1 heure sur celle de Greenwich. Mais à l'époque, voilà, ce sont les heures de lever du soleil au XIXe siècle. 8h10, 8h10, 7h35, 7h35, donc en janvier ou en novembre. Vous voyez que les 4 dates retenues sont 21 janvier, 22 janvier, 13 novembre, 15 novembre. Un dernier indice est possible pour affiner encore la datation de l'œuvre. Tenez-vous bien,
c'est le panache de fumée qui semble dériver de la gauche vers la droite en s'élevant dans le ciel. Et ça va, vous voyez que c'est très poussé comme étude, hein. Ça va indiquer une préférence pour les dates du tableau où le vent soufflait de l'est. Et heureusement pour nous, il n'y en a qu'une. C'est le 13 novembre 1872. Et donc, il est à ce moment-là 7h35 quand le soleil se lève. Le 13 novembre 1872, c'est la veille des 32 ans de Claude Monet. Alors, c'est peut-être un hasard, il est né le 14 novembre, Claude Monet. Mais bon, voilà, il fallait quand même le souligner. Cette œuvre est aussi l'acte de naissance d'une nouvelle peinture. Donc, il faut la montrer, cette œuvre-là. N'oublions pas qu'elle s'appelle Impression Soleil Levant et qu'elle va donner son nom à l'impressionnisme. Alors, un an après avoir peint sa série, Monet va participer à la création de la Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs en décembre 1973. Ce sont des artistes dont certains s'étaient vus à plusieurs reprises refuser d'exposer leurs œuvres au salon. Donc ils sont frustrés et ils ne peuvent pas gagner leur vie. Ils vont faire sécession. Ils exigent le droit d'être vus. Alors attention, ça n'est pas une école. Il n'y a pas de manifeste. Ce sont juste des artistes qui sont venus d'horizons divers et qui vont se regrouper pour faire bloc contre l'académie, contre le salon officiel. Et non seulement ils vont faire bloc, mais ils vont aussi faire date du 15 avril au 15 mai 1874. Pendant un mois, ces artistes vont exposer ensemble. L'exposition, en plus, ouvre un petit peu avant le salon officiel pour pouvoir avoir l'attention des journalistes et des critiques. Sinon, ils sont accaparés par le salon. Alors, quel est ce nom qu'on va donner à cette première exposition? Tout simplement, c'est factuel. Première exposition de cette société anonyme coopérative. Ça suppose donc qu'il y en aura d'autres. La deuxième chose, c'est que, vous voyez que ça a été, on a décidé que l'exposition serait organisée dans l'atelier du photographe Nadar, 35 boulevard des Capucines. Pourquoi ici? Alors très rapidement, parce que Nadar, déjà d'une, avait besoin d'argent, donc il a loué son atelier à cette société coopérative. C'était vraiment judicieux comme endroit, parce que le boulevard est flambant neuf, vous savez où il mène? Il mène à l'Opéra flambant neuf lui aussi, enfin cela dit, il n'est pas tout à fait terminé à ce moment-là, mais ça ne saurait tarder, et c'est le lieu où il faut être. Pendant la préparation de l'exposition, Claude Monet, qui venait pour préparer l'accrochage de ses tableaux, il s'est installé dans le studio de Nadar et il a peint la vue depuis le lieu de l'exposition, qui est très en hauteur. Et les personnes d'ailleurs qui se penchent à un balcon à côté. Euh, il y a une mise en abîme ici qui est fort intéressante parce que en 1874, il va donc offrir au public, en présentant cette œuvre, de comparer la vue réelle depuis le balcon et la vue composée par Monet depuis le même site, pour faire comprendre aussi la vision de l'artiste par rapport à la réalité et la manière dont il traite cette réalité. Bon, plus tard, Nadar fera le portrait de Claude Monet. J'avais envie de souligner ces liens. Alors que montre-t-on au cours de cette exposition, la première exposition de ce qu'on appellera plus tard l'impressionnisme? 30 artistes, 165 œuvres, 5 sont envoyées par Claude Monet. Il a choisi d'offrir un panorama de sa production. Donc le numéro 97, c'est le boulevard des Capucines. Ici, en 1868, un tableau peint cette année-là qui s'appelle Le Déjeuner. Le style est complètement différent, le sujet aussi, mais c'est un tableau qui avait été refusé au Salon. Ce sont là les deux œuvres préférées du public en 1874, sachant qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'éloges dans cette exposition, c'est quand même bon de le souligner. Le numéro 95 était Les Coquelicots, très connu. Vous en avez un autre ici, je ne sais plus son numéro. C'est Le Havre, bateau de pêche sortant du port, peint en 1874. C'est tout frais donc. Mais c'est dire comme Le Havre l'intéresse encore après avoir peint Impression Soleil Levant. Et donc, le numéro 98, Impression Soleil Levant, peinte 18 mois plus tôt, qui est emblématique de son premier séjour au Havre. Elle présente une peinture à l'aspect non fini, presque abstraite au premier abord, et il va y avoir cette question des titres. Le frère de Renoir, à qui qu'on avait chargé de donner des titres, va presser Monet pour donner un titre à cette toile un peu étrange. Et c'est là que tout se joue, puisque Monet se souvient bien plus tard, en 1897, j'avais envoyé une chose faite au Havre de ma fenêtre, du soleil dans la buée et au premier plan quelques mâts de navires pointant.
On me demande le titre pour le catalogue. Ça ne pouvait pas vraiment passer pour une vue du Havre. Je répondis, mettez impression. On va compléter. Impression face à quoi? Il l'a dit lui-même, au soleil qui se lève, à un élément naturel, un phénomène cyclique météorologique. Il n'a pas dit impression sur le port du Havre, dans le port du Havre. Il a refusé un titre topographique. Non, il a parlé de l'astre, de son sujet, qui est la lumière de ce soleil qui se lève et qui transcende un paysage portuaire intéressant pour certains, mais peut-être pas pour Monet. Il n'est pas un peintre de marine, il ne représente pas objectivement cette réalité qui s'offre à lui, et il n'écoute que lui, il n'écoute que ses impressions personnelles devant un phénomène universel, le lever du soleil. Et c'est ça, c'est là que tout se joue, parce que c'est ce titre, ce nom-là, qui va donner le nom à ce groupe. Alors, quelle fut la fortune critique? Vous voyez que cette exposition va fournir un sujet en or aux dessinateurs humoristiques, sarcastiques de l'époque. C'est un moment où la caricature de mœurs a supplanté la caricature politique. Vous voyez ici une caricature de l'artiste Cham, très connu, qui est paru dans Le Charivari, non moins connu, au moment de l'exposition. Vous voyez que tout le monde est horrifié et fuit, on a peur de la peinture qui est exposée, mais il y a aussi des admirateurs, attention. Il y a eu un article écrit par Jules-Antoine Castagnari, cet article a été vite oublié, mais il écrivait au sujet d'Impression soleil levant de Monet, son soleil levant dans le brouillard retentit comme les accents de la Diane au matin. Cet article a été éclipsé, il faut bien le dire, par un article demeuré beaucoup plus célèbre et lié à la naissance de l'impressionnisme, comme terme et comme mouvement, puisque c'est lui qui va le donner. Alors, c'est un comble. Ce critique, qui au sens propre, un véritable critique de l'impressionnisme, il déteste l'impressionnisme, c'est Louis Leroy, que vous voyez. D'ailleurs, comble, pourquoi? Parce que photographié par Nadar, alors qu'il vient en ennemi, chez lui, observer les tableaux de cette première exposition, qui n'a pas encore de nom. Alors, cet homme-là, Louis Leroy, en 1800, là c'est une photo qui est prise entre 70 et 85, mais c'est pourtant le plus âgé des critiques qui étaient présents dans cette exposition. C'est le seul commentateur à connaître intimement la peinture de paysage pour l'avoir lui-même pratiquée. Il faisait des paysages dans le style de l'école de Barbizon, mais qui n'avaient aucun succès au salon, et il a écrit au sujet du numéro 98, Impression soleil levant. Ah, le voilà, s'écria-t-il devant le numéro 98. Il fait parler un autre personnage. Que représente cette toile? Voyez au livret, impression soleil levant. Impression, j'en étais sûre. Je me disais aussi, puisque je suis impressionnée, il doit y avoir de l'impression là-dedans. Et quelle liberté, quelle aisance dans la facture, le papier peint à l'état embryonnaire est encore plus fait que cette marine-là. Critique suprême. Et le terme impression, donc fort critique sous sa plume, va mener à la formation du néologisme impressionnisme. Le nom est formé à ce moment-là, mais il ne sera vraiment attribué qu'à l'exposition de 77, la troisième donc de ce groupe qui n'a pas encore de nom. Et il n'est pas non plus le seul à l'employer, ça va vite se diffuser. Alors Louis Leroy travaillait pour le Charivari, qui est un journal satirique, et je vous rappelle que s'il est critique, c'est parce qu'il est aussi peut-être un peu frustré, lui-même étant un peintre raté, mais n'oublions pas que le Charivari veut des articles sarcastiques, c'est destiné à faire rire le lecteur. Donc peut-être s'est-il un petit peu forcé. Bon, qu'à cela ne tienne, Impression soleil levant est acheté pendant l'exposition. Et de ce point de vue, c'est un succès pour Monet. Qui a bien pu se risquer à un tel achat? Eh bien, c'est l'homme que vous voyez là, qu'il connaît très bien, Ernest Hochdé, qui a acheté cette œuvre par l'intermédiaire du marchand de Claude Monet, Durand-Ruel. Donc, Paul Durand-Ruel a acheté à Monet Impression soleil levant 800 francs, et va donc le revendre à Ernest Hochdé. Alors, il le garde, Ernest Hochdé, pendant un temps très court, 4 ans, parce qu'il a dû s'en séparer en 1878. Alors, qui est cet homme? Ah, pardon, voilà. Pourquoi s'intéresse-t-il à cette œuvre-là? Hochdé, c'est un Parisien qui vit un tournant. 4 ans avant l'exposition, donc en 1870, il est devenu directeur d'un négoce d'articles textiles. Il hérite aussi à ce moment-là de l'immense fortune de son père. Et il va souhaiter se faire remarquer sur la scène mondaine. Il devient collectionneur.
Grâce au conseil donc de Durand-Ruel, hein, qui est le marchand de ce qui deviendront les impressionnistes, il a aussi acquis, à partir de 1873, plusieurs œuvres de Claude Monet. Alors, Impression Soleil Levant, c'était quand même assez courageux de l'acheter, parce que c'est lui qui a donné son nom à ce mouvement que tout le monde déteste à l'époque. Mais Hochdé a le goût de la provocation, peut-être aussi pour se faire remarquer. Mais on pourrait tout à fait se dire que c'est par pure spéculation qu'il a voulu l'acheter, parce qu'il l'a acheté à un prix très très bas, et donc alors la même année, il avait revendu début 74 un Monet qu'il avait acheté moins d'un an avant. Et quand il a revendu ce tableau à gauche, il a fait un bénéfice de 35%. Donc peut-être qu'en 74, il s'est dit, bon, bah, ce tableau n'est pas très cher, je vais attendre un petit peu et je vais pouvoir le revendre beaucoup plus cher. Alors c'est vrai qu'il l'a revendu en 78, Impression Soleil Levant, 4 ans après, mais il ne l'a pas revendu tout seul, il a revendu la totalité de sa collection parce qu'il est ruiné, il est criblé de dettes. Et cette œuvre qu'il appelle désormais Impression Soleil couchant, il a changé le titre lui-même, il l'a revendue, tenez-vous bien, 210 francs. Bon, donc c'est vraiment pas cher du tout, hein. Il est clairement bradé et il a perdu beaucoup d'argent par rapport aux 800 francs qu'il a dépensés pour l'acquérir. Alors, ça n'est pas la fin de l'histoire pour lui, ou pour eux, parce qu'ils sont devenus amis tous les deux, hein, Monet et Hochdé, à tel point d'ailleurs que quand Monet perd sa première femme, la seconde épouse sera la veuve d'Hochdé, hein. Blanche Hochdé deviendra la seconde épouse de Claude Monet. Donc, c'est dire à quel point ils se connaissent très bien. Alors, qui est assez fou ou assez visionnaire pour, en 1878, acheter Impression Soleil couchant, qu'on vient de revendre 210 francs, en fait, hein, qui est une véritable bombe jetée dans l'histoire de l'art. Vous voyez qu'en 78, on n'est toujours pas prêt à reconnaître le bien fondé de ces œuvres-là. Et pourtant, il y a un homme qui l'achète. En 78, la toile entre dans la collection d'un docteur, le docteur Georges de Belliot, alors qui est très proche des impressionnistes. Mais bon, c'est fait dans l'indifférence générale, personne n'en parle, aucun journal pardon, ne s'y intéresse. Et cet amateur d'art va conserver cette œuvre toute sa vie et va la mettre à la disposition de son auteur, ce qui veut dire que Monet va pouvoir la retrouver et va pouvoir aussi l'emprunter pour l'exposer à certains événements. Malgré cela, beaucoup allaient peu à peu oublier l'histoire de ce tableau et l'histoire du rôle aussi du tableau dans l'avènement de l'impressionnisme. Pourquoi Georges de Belliot achète-t-il cette œuvre? On pense qu'il a visité l'exposition, la première impressionniste en 74, et on sait qu'il avait acheté son premier Monet juste avant. Donc il s'intéresse à Monet, hein. Il est fort probable qu'il ait vu cette exposition. On pense qu'il a compris le rôle de cette œuvre dans la genèse de l'impressionnisme, mais à ce moment-là, il s'est fait devancer par Durand-Ruel qui revend le tableau à Hochdé. Bon, qu'à cela ne tienne, il se venge 4 ans plus tard, et en plus il l'achète moins cher. Il va devenir le principal soutien de Claude Monet. Il va lui verser des avances pour qu'il puisse subsister contre la cession d'œuvres, hein. Donc c'est presque une rémunération en salaire en fait, hein. En 1880, donc 8 ans après la genèse d'Impression Soleil Levant, Georges de Belliot a déjà acquis 64 œuvres de Monet. Et il va décéder 30 ans plus tard, en 1894. C'est sa fille unique, Victorine, qui va en hériter. Elle est mariée à un homme qui s'appelle Eugène Donneau de Monchy. Bon, j'ai pas mieux comme photo, mais au moins là, vous les voyez tous les deux. À l'époque, les 3 tableaux de Monet les plus célèbres, ceux que tout le monde veut voir, qui sont les œuvres les plus exposées, donc les plus chères, si elles devaient être remises sur le marché, elles sont là. Tous les 3 sont dans la collection Donneau de Monchy, ça veut dire ancienne collection Georges de Belliot. Tous les 3 sont de la même période. Vous avez le train dans la neige, la locomotive de 75, les Tuileries de 76 et le pont de l'Europe au milieu, Gare Saint-Lazare de 77. C'est le fleuron de leur collection. Ce tableau-là au milieu, il a été montré à l'exposition universelle de 1900, qui est d'ailleurs le moment de la première reconnaissance officielle de l'impressionnisme, il était temps, mais Impression Soleil couchant, on l'appelle toujours comme ça, n'est pas demandé. Il va falloir attendre 1931 pour le voir exposé, vous vous rendez compte? Donc, il reste dans la collection des Donneau de Monchy. Il y a eu donc, en 1931, une exposition Monet à l'Orangerie. Mais Impression Soleil Levant, qui reprend son titre,
n'y est pas. Eugène va pour la première fois se permettre de suggérer cette œuvre, car les Donaux de Monchy connaissaient sa place dans la jeunesse du mouvement. Ils ont fait des recherches, même s'ils n'ont pas vu cette exposition de 74, ils ont compris l'importance de cette œuvre-là, et ils vont vouloir faire redécouvrir cette œuvre. Alors la réponse a été: cher monsieur, vous avez été assez aimable de m'offrir pour mon exposition le tableau de Claude Monet, d'après lequel le nom d'école impressionniste a été appliqué à ce genre de peinture. Je pense que cela sera très intéressant de remontrer le tableau après 57 années. Ça fait 57 ans qu'il n'a pas été exposé. Et si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, j'accepterai votre aimable offre. Ce qui veut donc dire que le conservateur du musée à l'époque vient d'accepter que ce tableau qu'on n'avait a priori pas demandé pour la rétrospective Claude Monet, donc qui est mort 5 ans plus tôt, soit accepté sur demande des Donaux de Monchy. En 1931, les époux d'Ono de Monchy, qui ont presque 70 ans, qui sont sans enfants, vont préparer leur succession et vont jeter leur dévolu sur un tout petit musée aux portes de Paris. Le tout nouveau musée Marmottan. Alors je vous dis tout nouveau parce qu'il ouvre à ce moment-là. C'est l'ancienne demeure de l'écrivain et collectionneur Paul Marmottan, qui vient d'être légué en 1932 à l'Académie des Beaux-Arts pour que l'Académie fasse de cette demeure un musée. Musée qui ouvre en 1934. Donc vous voyez que tout ça, c'est concomitant. Alors Victorine, qui fréquentait le quartier dans son enfance, va y retourner pour le visiter et elle a le coup de cœur. 4 ans plus tard, elle va décider, en accord avec son époux, d'instituer le musée Marmottan son légataire universel. Le but, c'est qu'à sa mort, on y crée une salle Georges de Béliot en mémoire de son père et qu'on y présente les œuvres de sa collection dont elle a hérité. Ce projet de donation va être préparé donc par une belle exposition qui a été organisée en 1938 au musée. Impression au soleil levant n'y figure toujours pas. L'événement est quand même appelé à faire date, même si rien n'est signé. Enfin, le problème, c'est que les choses vont... en Europe, le vent va tourner, bien sûr. Nous sommes en 1938 et la guerre va offrir un avenir inattendu au tableau fondateur de l'impressionnisme, puisque le 23 août 1939, la guerre semble inévitable et on va évacuer des œuvres du Louvre, notamment grâce à l'action de Jacques Jaujard, qui va prévoir une évacuation vers le château de Chambord, parce que c'est un château qui demeure isolé au centre du pays. Et on va mettre en caisse les collections des musées publics, certaines collections, et on va aussi enjoindre des collectionneurs privés à faire de même, et de manière à ce que les caisses des collections publiques et privées partent en lieu sûr. Impression soleil levant ou couchant est mis en caisse donc le 1er septembre 1939. Ce sont 5446 caisses qui quittent le Louvre à Paris, donc, dans 51 convois vers leur première escale, Chambord. Voilà, pour les sauver pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Donaux de Monchy ont mis en caisse 11 œuvres impressionnistes. Donc, ils sont mis à l'abri, tous ces tableaux, et dans 2 caisses différentes. Impression soleil couchant en fait partie. Et d'ailleurs, il est voisin de la Joconde. Attendez. Voilà. Alors, pourquoi ce privilège? Eh bien, parce que vous avez un legs qui a été annoncé, heureusement, avant la guerre. C'est ce que je vous montre ici, surligné en rouge. Et c'est ce qui va permettre de sauver Impression soleil couchant. Le legs est immédiatement et unanimement accepté. En mai 40, j'ai un peu de mal à retrouver les... Voilà. En mai 40, le directeur du musée Marmottan et les Donaux de Monchy vont signer cette lettre de donation. Donation d'œuvres, donc, qui sont donc les 3 stars que j'ai déjà évoquées, qui étaient mises dans une caisse. Et puis, en fin de liste, on voit quand même l'impression, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous voyez, c'est juste ici. Voilà, l'impression. Elle va faire partie aussi de cette donation. Donc, en 40, l'entrée de cette œuvre au musée Marmottan
accepté. Alors, en cas de retour, parce que les œuvres ne sont pas encore revenues de Chambord. Et en 40, vous vous doutez bien que rien n'est moins sûr, puisque la France vient de signer l'armistice, hein. C'est le temps de l'occupation, ça risque d'être encore un petit peu compliqué. Mais en tout cas, on a la lettre, c'est acté. Si les œuvres reviennent saines et sauves, elles entreront au musée Marmottan. C'est un don exceptionnel, parce que l'ensemble est évalué à 5 400 000 francs. L'impressionnisme en 1940 a gagné enfin en notoriété, hein, il était temps, et ce sera d'autant plus vrai après la Seconde Guerre mondiale, parce que si le départ à Chambord a servi, comme l'a écrit d'ailleurs Rose Valland dans le Front de l'Art, à sauver un peu de la beauté du monde, Impression, soleil couchant au levant fait vraiment partie de cette beauté, vous l'aurez compris. Et effectivement, le tableau revient à Paris le 29 novembre 1945. Ce don, cette donation et ce retour de l'œuvre au musée et à Paris vont permettre aussi d'écrire l'un des premiers chapitres de l'histoire des collections du musée Marmottan, qu'on appellera d'ailleurs musée Marmottan Monet ensuite, tellement les collections Monet seront grandes. Et depuis cette date-là, depuis cette donation fondatrice, il y a eu plusieurs dons. En fait, ça a suscité des donations de la part d'autres personnes, par exemple des descendants de Claude Monet lui-même, donc Michel, son fils, et des descendants de Berthe Morisot, sa fille Julie Manet, etc. Alors voilà ce que donne la mise en application de ce legs. En 1948, on aménage, comme promis, une salle Georges de Belliot au premier étage de l'ancien hôtel particulier, donc le musée, pardon, Marmottan. Pourtant, à ce moment-là, on ne dit absolument rien de notre tableau au moment de l'inauguration. Elle n'est même pas prise en photo, hein. Je ne peux même pas vous la montrer dans les salles de l'exposition, sur d'ailleurs le seul cliché connu de cet accrochage. Le don d'Ono de Monchy a préparé le terrain, ça c'est sûr. Mais les choses et le tableau va gagner finalement une nouvelle envergure dans les années 1950, grâce en fait à la publication et à la parution d'ouvrages, et non pas grâce à des expositions, mais à la parution d'ouvrages qui étaient dédiés à l'histoire de l'impressionnisme. Et Impression soleil couchant apparaît enfin sous un nouveau jour. Dès 1949, sous la plume de Claude Roger Marx, le musée Marmottan devient aussi le temple où les visiteurs en foule viendront se recueillir devant telle orbe de feu qui monte ou qui descend dans une mer de brume et dont le titre Impression 1872 servit d'étendard criblé à la nouvelle école. Donc il a présenté dans cet ouvrage l'œuvre Impression, vous voyez qu'on ne sait pas encore si le soleil monte ou descend, comme donc le pivot de la collection d'Ono de Monchy. En 1950, on fait une biographie de Monet, donc c'est Hélène Adhémar qui en est à l'origine, et elle va pour la première fois reproduire l'œuvre en pleine page, et le tableau retrouve le titre Impression soleil levant, ça y est, en 1950, et c'est définitif. En 1952, il y a une exposition Monet qui se tient à la galerie Wildenstein, pardon, à Paris, et le tableau est décrit dans le catalogue comme l'œuvre qui donne naissance à une nouvelle école de peinture. Mais surtout, c'est l'exposition de 1974, c'est l'exposition du centenaire de la première exposition impressionniste, où Impression soleil levant fait enfin et pour la première fois et l'objet de l'affiche et l'objet de la couverture d'un ouvrage qui se trouve être le catalogue de ce symposium sur la première exposition impressionniste. C'est donc une œuvre emblématique, pas uniquement par ce titre qui a fait naître le néologisme impressionnisme, on l'a dit, mais emblématique aussi en ce qu'elle témoigne d'un site, d'une activité, en somme d'un monde qui aujourd'hui n'existe plus, par la place aussi précoce de cette œuvre dans la carrière de Monet, mais également par la mise en place ou la confortation d'un sujet de prédilection pour Monet qui est le paysage, avant que ne naisse véritablement l'impressionnisme, et à ce titre-là, la synthèse des modèles auxquels il a puisé et leur dépassement par une technique qui fait rupture. Et puis dernière chose, eh bien cette œuvre, elle est emblématique par sa mise en lumière dans la première exposition impressionnisme, impressionniste, pardon, parce que finalement, tout est vraiment né de cette exposition. C'est à ce titre que pour la première fois dans l'exposition du centenaire, l'œuvre n'est plus seulement décrite du point de vue artistique, mais elle devient un véritable marqueur historique. C'est l'une des œuvres les plus notoires de la carrière de Monet. On la considère
comme l'une des œuvres les plus notoires de l'impressionnisme, et c'est l'œuvre à laquelle on fait référence encore aujourd'hui pour symboliser à elle toute seule tout l'impressionnisme. Donc dans le musée Marmottan, elle est toute seule sur un mur. Et je termine en concluant sur cette image d'un crépuscule. Cette fois, nous sommes en 1878, à Véteuil, face à la Seine. Et vous voyez qu'il a répété la même formule avec ce soleil couchant, en variant donc les effets, avec une lumière un petit peu plus douce. À l'automne 2026, je vous le disais, 2 expositions parisiennes célébreront le centenaire de la mort de Claude Monet, une histoire de paysage de Monet à Auchnay au musée Marmottan-Monet et Monet et le temps au musée de l'Orangerie. Donc, je vous invite à retrouver l'œuvre dans l'une ou l'autre des expositions. Pour l'instant, c'est encore en pourparlers. Je vous remercie infiniment de votre attention et je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à vous, Laurane Corneau, pour cette présentation très vivante avec voilà, l'histoire complète du tableau. Et maintenant, on a connu vraiment tous les secrets, on peut le dire. C'est sûr. Je vous retrouve les 2 questions qui ont été posées pour l'instant pendant la conférence. La première est celle d'Axel qui demande pourquoi Claude Monet était-il à l'hôtel? Pourquoi il n'était pas chez ses parents? 74, il me semble qu'il n'y a plus de parents, je pense, à vérifier. Je ne connais pas la date de mort des parents de Monet. Ou alors ils habitent dans un site qui ne l'intéresse pas, parce que dans tous les cas, ils n'habitent pas sur ce quai qui est en restructuration, c'est un site industriel. Donc c'est plutôt un lieu touristique, en fait. Voilà. Donc, mais il fait ça souvent. Vous allez voir que plus tard, pour la cathédrale de Rouen, dans les années 1890, il a pris cette habitude de se mettre sur l'autel qui va permettre d'avoir une belle vue sur le motif. Donc c'est a priori là que ça va naître. Et d'ailleurs, à l'époque, on habitait plus souvent à l'hôtel que juste pour des vacances, comme c'est le cas Tout à fait. aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup. Alors, deuxième question, qui a daté le tableau, du coup? Monet. C'est Monet Monet lui-même. lui-même. D'accord. Ah oui, tout à fait. Alors après, oui, peut-être que j'ai mal compris la question. Pour tous ces détails très précis avec l'heure précise et le jour précis, enfin cette heure qui nous donne finalement le jour du 13 novembre 1872, ce sont des recherches qui ont été réalisées en 2014 dans l'exposition que j'ai mentionnée en introduction pour justement faire une espèce de recherche poussée autour de dévoiler finalement la vérité sur les secrets qui restaient autour de ce tableau-là. Donc, vous le retrouverez dans le catalogue de l'exposition du musée Marmottan 2014. Et donc, ils ont fait appel au site, je ne sais pas qui gère ça, mais enfin, là où on conserve les archives météorologiques, des marées, etc., sans doute au Havre. C'est quand même incroyable ce qu'on peut découvrir d'un tableau. Voilà. On n'y pense pas forcément. Alors, je suis en train de regarder si dans votre bibliographie, oui, vous avez mis une bibliographie quand même, donc on peut peut-être retrouver aussi Oui, le catalogue dont vous parliez. exactement. Je l'avais effectivement cité, donc je n'ai plus le nom des scientifiques, excusez-moi, qui ont fait ces recherches, mais en effet, ils sont à l'origine du catalogue. Merci beaucoup. Donc, je vous invite à aller retrouver ça sur la page dès la conférence sur le site d'Estoria Mundi. Laurane, merci beaucoup alors pour cette conférence. Nous allons nous retrouver à nouveau pour parler d'une œuvre. Ça ne sera pas tout de suite, de mémoire, c'est à la rentrée qu'aura lieu notre prochain rendez-vous à l'occasion de l'exposition dédiée à Bartholdi. Et donc, on parlera à ce moment-là de la Statue de la Liberté, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On a une autre date ensemble en juillet. Voilà, Il on me a semble que d'autres c'est le ensemble. 20 ou le 21 pour parler de l'UNESCO. Mais oui, vous avez raison. Il y aura ce rendez-vous avant. Tout à fait. Donc on parlera non pas du rôle de l'UNESCO, mais de la collection d'art constituée par l'UNESCO et de l'architecture du siège de l'UNESCO qui est à Paris. Voilà. Merci pour ce rappel. Merci beaucoup. Alors, très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Eleonora de votre confiance et à très bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est pas une question.